Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints, merci à tous nos experts qui nous ont rejoints aujourd'hui pour cette 19e matinale sur la grippe. C'est un sujet d'actualité et vous voyez, on a changé le décor, on est sur un nouveau plateau et vraiment, merci encore une fois d'être venu. Je le redirai plusieurs fois certainement dans la journée parce que c'est quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui et on voulait faire partager quelque chose de nouveau à tous nos interlocuteurs et à tous nos partenaires. Et donc, on a réuni un plateau assez large et très varié d'experts du monde de la vaccination aujourd'hui. Alors, la vaccination, comme chaque année, quand on fait ce sujet sur la grippe, c'est un marronnier, comme on dit dans le monde de la presse, mais c'est quelque chose qui, finalement, est sans cesse à remettre sur l'ouvrage, puisque on est en France face à plusieurs problématiques, et notamment en ce qui concerne les infirmiers, la problématique des personnes qui sont en droit ou tout au moins dont on nécessite une couverture vaccinale le plus importante possible, très en faiblesse. Et donc, c'est quelque chose sur lequel il faut absolument qu'on puisse intervenir. On vous donnera quelques chiffres, mais grosso modo, les plus de 65 ans ne sont pas vaccinés, alors que l'OMS demande qu'on ait à peu près 75% de couverture vaccinale. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille. On avait déjà abordé lors d'une première matinale avec Pierre Verger, cette problématique-là. Et on sait, il nous avait refait des recommandations, notamment en passant sur la formation. Donc, l'hésitation vaccinale, encourager les professionnels vaccinés pour eux-mêmes être des ambassadeurs de la vaccination, c'est quelque chose qu'on avait réussi à faire. Et là, on voit bien qu'en plus, on est dans un contexte extrêmement particulier puisqu'on est dans le contexte en plus de la vaccination Covid, et donc deux vaccinations concomitantes. Et l'HAS a rendu un avis cette année, justement, où la possibilité est ouverte de pouvoir vacciner sur les deux vaccins en même temps, ce qui était assez inédit. Les infirmiers, nous sommes les principaux relais et les principaux acteurs de ce aller vers, puisqu'on parle de patients plutôt âgés, plutôt avec plusieurs pathologies, plutôt sédentaires, et clairement, ce sont les patients qui sont le plus pris en charge par les infirmiers libéraux au domicile. C'est quelque chose qu'il faut qu'on développe et qu'on appelle finalement une stratégie du aller vers et une stratégie de vaccination élargie. Et ce qu'on demande aussi, ce qu'on a réclamé, c'est que les infirmiers aient un rôle plus large dans la vaccination et vers ces cibles prioritaires, de façon à ce que finalement on arrive à combattre cette maladie, cette grippe qui est mortelle, dans des proportions qu'on connaît tous, et qui, cette année, est combinée avec la Covid. L'ouverture du champ pour les infirmiers est quelque chose qu'on va discuter aujourd'hui, puisqu'on a eu des améliorations, mais l'Ordre des infirmiers est une institution qui pousse pour de la santé publique et qui pousse pour que les infirmiers, justement, deviennent des acteurs majeurs de cette santé publique pour la population adulte. Et c'est quelque chose qu'on a porté et qui a été entendu par le législateur, que ce soit à la fois pour la Covid et pour la grippe maintenant, dès maintenant, au moment où l'on vous parle, c'est ça. Donc, on a souhaité, comme chaque année, le marronnier le veut, mais clairement, remettre un coup de booster. C'est le cas de le dire, si on était à la 3e dose du Covid, mais faire une piqûre de rappel à tous les professionnels de santé, à tous les infirmiers qui sont au cœur de cette situation, au cœur de cette prise en charge de nos patients et de nos plus anciens, pour obtenir ce chiffre que l'OMS appelle de ses voeux et qui nous garantira de ne pas avoir les hôpitaux submergés, mais aussi de conserver nos anciens avec nous. Je suis certain qu'on aura des échanges très riches. On a ramené un plateau qui a volontiers participé d'experts du monde de la santé. Et je laisse la parole bien volontiers à Adrienne Casabianca, notre animateur actuel et habituel. Merci Patrick Chamboredon pour cette introduction. Patrick Chamboredon, donc président de l'Ordre national des infirmiers. Aujourd'hui, donc, on va s'attacher, comme vous nous l'avez dit, à cet enjeu de la campagne de vaccination grippe et Covid, et bien sûr au rôle clé que jouent les infirmiers pour maximiser la couverture vaccinale. 4 invités pour cette matinale. En plateau aujourd'hui, Dr Isabelle Vincent, vous êtes responsable adjointe du département prévention et promotion de la santé à la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie. Merci d'être présente. Dr Patricia Minaya Flores, bonjour. Vous êtes chef du service évaluation en santé publique et évaluation des vaccins à l'HAS, la Haute Autorité de Santé. Bonjour. Bonjour et bienvenue. En visio à distance, Caroline Bussière, vous êtes chef du bureau santé des populations et politique vaccinale à la DGS, la Direction générale de la santé. Bonjour. Bonjour. Et également présent en visio à distance, monsieur Jean-Pierre Thierry, vous êtes conseiller médical de France Asso Santé, la grande fédération des associations de patients. Bonjour.
Pour commencer, je me tourne vers vous, Caroline Bussière. Il y a tout juste un an, Patrick Chamboredon le rappelait, c'est pour nous un petit peu un marronnier que d'organiser des événements, des tables rondes et des matinales autour de la thématique de la vaccination pour bien sûr favoriser aussi la couverture vaccinale. Tout juste un an, on organisait à l'ordre une matinale sur la campagne de vaccination dans un contexte déjà un petit peu particulier, c'est le moins qu'on puisse dire. On était dans l'attente d'un vaccin contre la Covid et la campagne de vaccination antigrippale a alors connu un effet rebond. Cette année, est-ce que vous pouvez nous préciser quel est le calendrier de la campagne de vaccination contre la grippe et qu'est-ce qui a présidé à ce choix ? Merci de me donner la parole et bonjour à tous. Patrick Chamboredon a parfaitement bien résumé les grands points clés de cette campagne, donc je viendrai vous apporter quelques précisions complémentaires. Vous le savez, on est dans un contexte cette année, encore une fois, doublement particulier, avec une co-circulation probable donc de la grippe, du Covid et évidemment des autres virus de l'hiver qui ont déjà gagné effectivement nos régions. On est, vous l'avez rappelé également, dans une articulation étroite de la campagne de vaccination grippe et des rappels Covid. M. Chamboredon l'a également rappelé, et qui concerne d'ailleurs en grande partie les mêmes personnes, les personnes les plus vulnérables. On a donc deux enjeux stratégiques pour cette campagne 2020-2021. C'est déjà consolider effectivement la forte progression des couvertures vaccinales des personnes qui sont ciblées par les recommandations vaccinales que l'on a constatées l'année dernière. On a atteint l'année dernière, je le rappelle parce que c'était une progression inédite, on a eu près de 56% des personnes ciblées par les recommandations vaccinales qui ont été vaccinées. Ça reste peu par rapport aux 75%, comme le rappelait M. Chamboredon, recommandé par l'OMS, mais cela représentait l'année dernière quand même un gain de 8 points de ces personnes ciblées vaccinées, ce qui a été une progression, on le redit, inédite, expliqué en grande partie également par ce contexte que vous avez dit vous-même, M. Casablanca, très particulier l'année dernière. Donc, l'objectif cette année, évidemment, c'est de consolider cette forte progression de l'année passée et d'aller encore plus loin, si c'est possible. Et puis, évidemment, c'est en s'appuyant toujours sur la mobilisation des professionnels de santé, dont les infirmiers, mener de façon vraiment très articulée et de manière synergique cette double campagne de vaccination. Et pour ce faire, beaucoup de leviers ont été mis en place. Je voudrais juste vous rappeler le démarrage anticipé de la campagne de vaccination. Vous me demandiez de rappeler les dates. Nous sommes aujourd'hui donc à la 6e semaine de démarrage de la campagne. La date, on va dire officielle, était le 26 octobre. Pour ne manquer aucune opportunité de vacciner les personnes les plus fragiles. Cette campagne a été anticipée de quelques jours. Je le rappelle, elle a démarré effectivement le 18 octobre dans les EHPAD, où sont les personnes les plus fragiles, les résidents, et le 22 octobre en ville. Et puis, cette année, je le dis simplement parce que c'est important, le nombre de doses de vaccins est présent en quantité plus importante que l'année dernière, près de 18% de doses supplémentaires. Et puis, on a également, comme l'année dernière, pour favoriser la vaccination des personnes les plus fragiles, qui sont recommandées par la Haute Autorité de Santé, nous avons prévu une période qu'on appelle de priorisation. Cela veut dire que jusqu'au 22 novembre, c'est-à-dire jusqu'à lundi 22 novembre, les personnes ciblées par les recommandations vaccinales étaient les personnes pour lesquelles les vaccinations contre la grippe, les vaccins étaient réservés en priorité. Et depuis le 23 novembre, c'est-à-dire hier, en quelque sorte, la campagne, désormais, la vaccination contre la grippe est ouverte à tous. Donc, un enjeu vraiment majeur, que les personnes ciblées les plus fragiles, les plus exposées aux formes graves, à la fois la grippe et du Covid, se vaccinent cette année, et également que toutes les personnes qui le souhaitent et qui le peuvent se fassent vacciner depuis désormais le 23 novembre. Merci. Et effectivement, vous faites bien de le rappeler, la campagne de vaccination contre la grippe concerne l'ensemble de la population. Néanmoins, il y a cette logique de priorisation, vous l'avez évoqué, les personnes ciblées par les recommandations vaccinales. Est-ce que vous pouvez préciser ou nous rappeler un peu quel type de population cela concerne, ces personnes peut-être plus fragiles qui sont prioritairement ciblées par la campagne de vaccination ? Tout à fait. Et sûrement d'ailleurs que la personne de la HAS pourra compléter mes propos. En fait, vous savez que cette stratégie de priorisation et de ciblage de la vaccination, elle s'appuie sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Donc cette année,
comme les années passées, il n'y a pas de modification de cette population cible. La logique, c'est la suivante. Il s'agit de protéger les populations les plus vulnérables. Ça veut dire quoi? Il s'agit en fait des personnes qui sont à risque de complications et de formes graves de la grippe. C'est important ce que l'on rappelle là, puisque ce sont également ces mêmes personnes qui, en grande majorité, sont les mêmes à être exposées aux formes graves de Covid. D'où l'enjeu de cette double vaccination que vous rappeliez en introduction et voilà, de l'appel notamment au rappel à la vaccination Covid. En résumé, si je devais juste vous citer les grandes catégories de personnes, on est donc parmi les personnes ciblées sur les personnes âgées de 65 ans et plus, mais également les autres personnes, y compris les enfants, à partir de 6 mois qui souffrent de certaines pathologies. On a également les personnes qui présentent une obésité, les femmes enceintes, très important également, on le répète en lien avec la CNAM de manière régulière, doivent se faire vacciner, la recommandation en tout cas les concerne. Et puis, vous avez aussi toutes les personnes qui séjournent dans les établissements de soins ou les établissements médico-sociaux d'hébergement comme les EHPAD. Et puis, on ne les oublie pas, Patrick Chamboredon l'a bien rappelé en introduction, les professionnels qui sont au contact des patients à risque, pour des questions de bénéfices individuels, mais aussi de bénéfices collectifs pour contribuer à ne pas propager évidemment l'infection. Tout à fait, voilà, merci beaucoup. Et on reviendra effectivement sur la vaccination des professionnels de santé un petit peu plus tard. Docteur Isabelle Vincent, la Caisse nationale d'assurance maladie déploie la campagne de vaccination de manière très opérationnelle également. Pouvez-vous justement expliciter la mise en œuvre concrète de cette campagne de vaccination ? Oui, alors l'enjeu pour l'assurance maladie, c'est vraiment d'informer et de prendre en charge donc, la vaccination contre la grippe. Donc l'information, en fait, on va la gérer de deux façons. De façon individuelle, c'est-à-dire que l'assurance maladie, en fait, dans un premier temps, va envoyer des courriers avec des bons de prise en charge. Donc très concrètement, cette année, on a envoyé, enfin en tous les cas au côté régime général, on a envoyé plus de 15 millions de courriers à toutes les personnes dont vient de parler Caroline Bussière, donc les personnes âgées, les personnes qu'on arrive, et les personnes atteintes de certaines maladies chroniques, donc celles qu'on arrive à repérer dans nos bases, qui sont identifiées dans nos bases. J'insiste là-dessus parce que, effectivement, comme l'a dit Caroline, les femmes enceintes, les personnes à risque d'obésité, l'entourage des nourrissons à risque de grippe grave, on ne les repère pas. D'où le rôle important de tous les professionnels de santé, et notamment des infirmiers, qu'à partir du moment où ils, dans l'entourage, qui sont en contact avec tel ou tel patient, et s'ils repèrent, s'ils ont dans leur patientèle en fait une femme enceinte ou une personne obèse, vraiment ils ont à leur disposition depuis leur Amélie Pro, un bon de prise en charge qu'ils peuvent télécharger, et vraiment c'est un rôle essentiel. Nous, on ne les repère pas, et donc ces personnes-là sont vraiment, il faut vraiment discuter vaccination avec toutes les femmes enceintes, et vaccination Covid et grippe avec les femmes enceintes, les personnes obèses, etc., et l'entourage des personnes à risque. Donc voilà, donc ça c'est le premier rôle, c'est vraiment un envoi direct de bons de prise en charge pour tous les patients éligibles à la vaccination. Et le deuxième rôle, c'est la campagne de communication. Grand public, vous l'avez vu récemment, elle passe encore il y a des spots qui passent encore sur les chaînes jusqu'à, je crois, la fin de cette semaine. Et donc là, vraiment, à chaque fois, la cible cette année de cette campagne de communication, c'est vraiment d'aller chercher et de faire comprendre aux personnes éligibles, comme l'a dit Caroline, qu'il faut qu'ils aillent se faire vacciner, même cette année. Voilà, c'est l'importance de rappeler que la grippe, elle reste imprévisible, et cette année, on ne sait pas et on ne saura pas, mais elle risque, effectivement, le virus risque d'être présent, et puis on rappelle son caractère dangereux pour ces personnes à risque, dangereux parce que ces personnes risquent de faire des grippes graves. Donc voilà. C'est la spécificité de la campagne de communication cette année, 2021-2022. En tous les cas, voilà, on a vraiment choisi évidemment, cette campagne de communication, elle est fortement impactée par l'épidémie de Covid-19. Donc on rappelle aussi qu'il est possible de se faire vacciner en même temps, sans délai entre les deux injections. Voilà, donc tout ça, il faut vraiment faire passer ces messages, ces informations auprès de tout le monde, l'importance de se faire vacciner contre les deux risques, quoi. Voilà. Je souhaite rebondir sur ce point-là, si tu me le permets, parce que il y a beaucoup de réticences du public en général de faire 2 vaccinations en même temps, mais en fait, on ne se rappelle pas que les bébés
reçoivent dans une même journée plusieurs vaccins parfois. Donc c'est un principe de vaccinologie qui est clair, qui est basé sur l'évidence scientifique. Il n'y a aucun danger à vacciner vos patients le même jour contre la grippe, contre la Covid-19, à condition seulement de respecter qu'il faut 2 sites différents. C'est ça, un bras chacun. Un bras chacun, le tour est joué et cela permettra aux patients d'être protégés 7 jours plus tard pour ces 2 maladies et gagner du temps en fait. Bien sûr. Peut-être je rappelle juste aussi un autre complément. Il n'y a pas besoin d'avoir si la personne ne la fait pas le même jour, la personne peut le faire le lendemain. Exactement. On peut faire les deux vaccins. Il n'y a pas de délai nécessaire entre les 2 vaccins. Oui. On peut les faire en même temps, avec 24 heures de décalage. Avec 24 heures, 48 heures, 8 jours. Enfin voilà, il n'y a pas de délai. Il y a encore cette information-là qui circule un peu au niveau soit des professionnels, soit des patients. Donc vraiment, il n'y a pas d'histoire de délai. Soyons assez rassurés là-dessus. Effectivement, on peut rentabiliser et lors d'une visite proposer les 2 vaccins. S'ils ne sont pas à la disposition le jour J, il n'y a pas de délai. À l'HAS, nous avons parcouru toute la littérature pour être sûr qu'il n'y a pas de risque, que ça reste efficace, et c'est le cas. Très bien. Et ce message de sensibilisation doit passer, effectivement, la possibilité du double vaccin. Patrick Chamboredon, vous souhaitez réagir ? C'est essentiel de rappeler ce point, parce que pour les infirmiers, leur façon de travailler, lorsqu'ils sont à domicile, ils se rendent chez les patients. Et effectivement, si on prend un rendez-vous, pouvoir vacciner les 2 valences, enfin les 2 vaccins de façon simultanée, dans l'organisation même du travail, de la tournée de l'infirmier, quand il sera au domicile du patient, ça lui évite de faire plusieurs allers-retours. Et puis aussi, il faut se le dire, de convaincre le patient, de lui réexpliquer, parce que bon, des fois, et puis aussi d'être sûr que le patient va bien, n'a pas de la température, et pas sorti, ou n'a pas une autre visite. Et donc, c'est essentiel de bien rappeler ce point-là, qu'il n'y a aucun risque et que c'est complètement admis dans l'évidence-based nursing. Exactement. Et Caroline l'a dit, il faut faire comprendre à vos patients que pourquoi on dit que quelqu'un est à risque de faire une forme grave de la maladie? Parce que mes équipes à l'HAS ont fait une revue systématique. Donc, ils sont allés chercher dans toute la littérature tout ce qui a été publié. Ils ont cherché quels étaient les facteurs qui provoquaient, en termes de comorbidité, qui faisaient qu'un certain groupe de patients allait avoir un risque beaucoup plus important. Et tout simplement, on a pu déceler une liste qui a été très bien explicitée par Caroline, où c'est les patients qui ont des populations fragiles. Cette population fragile, elle est fragile tout simplement parce que leur système immunitaire n'est pas capable de se défendre contre un agent externe. Dans ces cas-là, les virus. Et en fait, cette baisse de la capacité immunitaire à répondre, donc notre système immunitaire, c'est notre armée. Chacun d'entre nous a une armée et elle doit faire face à des dangers internes et externes. On ne va pas rentrer dans les détails des mécanismes qui sont tout à fait formidables et magnifiques de notre corps pour nous défendre vers ces dangers externes. Mais dans les cas des personnes âgées, le système immunitaire commence à baisser en termes de capacité. Le vieillissement fait que, et c'est pour ça que c'est plutôt vers 65 ans, et encore, on sait très bien que c'est plutôt à partir des 50 ans que cette baisse, notre système immunitaire est très fort, les enfants ils ont un très bon système immunitaire, et à 50 ans, ça commence à se dégrader. La courbe, elle baisse. Donc, les capacités à répondre à tout type de danger, d'ailleurs, ne permettent pas à ces patients que son armée sorte à l'artillerie lourde pour nous défendre des différents types de maladies, en fait. Et en fait, donc, il n'y a pas seulement l'âge, mais il y a aussi des pathologies chroniques qui font que notre système immunitaire, il est déprimé, encore une fois, il n'est pas là pour faire la bataille. Et ces pathologies ne sont pas seulement des pathologies, mais il y a des traitements qui, par exemple, un patient transplanté, on a besoin de mettre en pause son système immunitaire. Donc, on a ce type de cas qui sont majoritaires, qui ont été reconnus dans la littérature, avec des risques vraiment quantifiés de développer une forme grave de la maladie. Il faut qu'on soit conscient que ces personnes-là sont vraiment à haut risque, mais il y a aussi d'autres maladies plutôt rares, plutôt avec des très très faibles effectifs qui ne ressortent pas dans la littérature,
Mais tant les infirmières comme les médecins doivent être en capacité, enfin leur expertise leur permet, les spécialisations leur permettent de se rendre compte que, comme disait Isabelle, si j'ai un doute, en fait, c'est que ces patients puissent bien se défendre. C'est ça, hein. Et docteur Isabelle Vincent, effectivement, le rappelait, il y a ces populations cibles qui sont touchées par la CNAM, mais il y a également le rôle des professionnels de santé et l'ordre communique d'ailleurs auprès des infirmiers pour qu'ils assurent ce rôle de ciblage et de remontée de l'information. Et ils peuvent proposer la vaccination. Enfin, cette liste de formes graves de la maladie, tant pour les adultes que pour les adolescents, elle n'est pas fermée. On tâche toujours, la dernière phrase c'est toujours « et au cas par cas ». Le professionnel de santé peut proposer cette vaccination s'il considère que cette personne est à risque. Et ça, c'est très important de le dire. Très bien. Merci beaucoup et pour ces précisions, docteur Patricia Mineya-Flores. Je voudrais juste qu'on revienne rapidement sur un élément que vous avez évoqué, docteur Isabelle Vincent. C'est un petit peu lié aussi au contexte épidémiologique. L'année dernière, la grippe a un petit peu moins circulé que les années précédentes. Cette année, ça ne veut pas dire qu'elle circulera toujours aussi peu, entre guillemets. Il y a un véritable risque effectivement que le virus soit fort et c'est pourquoi effectivement on emploie tous ces moyens et tous ces efforts pour la campagne de vaccination et je pense que c'est effectivement important que vous le rappeliez. Si on reparle effectivement de cette activité de la CNAM dans le cadre de la campagne de vaccination, c'est aussi basé effectivement sur ces relances auprès des populations prioritaires. Est-ce que vous pouvez nous préciser comment vous opérez en la matière ? Alors, oui, comme je disais, donc on envoie, donc à peu près, on a envoyé 15 millions de courriers aux personnes éligibles hein, qui ont été rappelées, aux personnes âgées, donc notamment de plus de 65 ans. Et en fait, on va, dès la semaine prochaine, en fait, on a prévu de relancer via un email ou un SMS, enfin en fonction des contacts que chaque assuré aura donné à sa caisse primaire et aura autorisé à communiquer envers eux. En fait, on va repérer dans nos bases, finalement, si chaque personne, elle a déjà été bénéficiaire de son vaccin, elle a déjà été vaccinée ou pas. Donc, on va regarder dans nos bases qui a été vacciné, qui n'a pas été vacciné, et toutes les personnes qui n'ont pas à ce jour, donc là cette semaine, pas encore été vaccinées, vont recevoir à partir de la semaine prochaine un email leur disant vous êtes éligible à la vaccination contre la grippe, il est encore temps de se faire vacciner, c'est important de se faire vacciner, et donc voilà, c'est ça, ce principe de relance est important, comme on l'a déjà dit, hein, l'enjeu c'est vraiment les personnes éligibles. Hein. Donc le grand enjeu c'est d'atteindre ce fameux 75% de couverture vaccinale des personnes éligibles. On en est, même si Caroline l'a rappelé, c'était mieux l'année dernière, mais on est encore loin hein, de ce 75%. Et donc on partage toutes les institutions, avec vous, l'Ordre des pharmaciens, cette ambition de vraiment augmenter ce taux de couverture vaccinale chez les personnes éligibles. Hein. Donc cette relance, elle vient juste dire aux gens, allez, surtout dans cette période hein, où on va parler beaucoup, et c'est normal aussi, hein, de la vaccination Covid, voilà, il ne faut pas oublier, enfin en tous les cas, vous êtes là, pharmacien, chaque pharmacien... tous les professionnels de santé sont concernés, effectivement, pharmaciens, médecins, infirmiers. À chaque fois, il faut le rappeler. Féliciter, on n'est pas sectaire. Voilà. Non, mais il faut que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. On voit bien que c'est un sujet qui est essentiel, et les infirmiers sont au cœur de certaines populations, et c'est ce qu'on essaie de promouvoir et de réexpliquer sans cesse. Et finalement, on a une armée interne qui est notre système immunitaire, mais en ce moment, vu le contexte, on a aussi une armée de professionnels de santé qui doit sortir. Et nous sommes le 26 novembre et hier, la HAS s'est positionnée, a donné ses recommandations par rapport à la campagne de rappel de la vaccination contre la Covid-19. Et nous avons considéré, toujours basé sur les données de la littérature, qu'il est important, impératif, que toutes les personnes de plus de 18 ans reçoivent cette dose de rappel 5 mois plus tard et pas 6 comme initialement. Oui, ça a été ramené effectivement à 5 mois. Voilà, on a avancé de 5 mois, toujours basé sur la littérature, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, nos correspondants israéliens, ils vaccinent à partir de 5 mois et ils ont fait des comparaisons en matière de risque entre les personnes qui étaient vaccinées avec seulement 2 doses et ceux qui avaient déjà reçu le rappel à partir de 5 mois. Et en fait, encore une fois, les risques sont explosifs.
et à partir des 40 ans. Mais en plus, il y a un bénéfice collectif à partir de 18 ans, grâce à une modélisation de l'Institut Pasteur, des chercheurs très professionnels qui nous ont montré que vacciner toutes les personnes de plus de 18 ans, enfin la dose de rappel, et donner la dose de rappel à ces personnes-là, parce que c'est vacciné, il faut vacciner tous les plus de 12 ans. Et ensuite, avancer à 5 mois ces délais nous fait gagner vraiment en termes de transmission, en termes d'hospitalisation. Donc, il faut protéger notre système de soins parce qu'il n'y a pas que la Covid-19. Nos médecins, nos professionnels de santé, nos infirmières doivent aussi soigner d'autres maladies. Et ensuite, en termes de décès. Et donc, c'est très important parce que... on en parlait tout à l'heure. Parfois, il y a beaucoup de personnes qui croient, en ce moment, ils considèrent que parce qu'ils ont été déjà vaccinés à 2 doses, ils sont protégés et tout est fini. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Malheureusement, il y a beaucoup d'incertitudes avec ces nouveaux virus. On ne sait pas comment il va muter, on ne sait pas quels seront les nouveaux variants qui vont apparaître. On le voit tous les jours dans la presse. La seule façon de nous protéger en ce moment, en plus des mesures de protection, c'est la vaccination, les gestes barrières qui doivent être respectés, mais c'est la vaccination. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement la vaccination avec 2 doses, c'est le rappel 5 mois après. Tout à fait. Et là, c'est encore récent, effectivement, comme annonce, mais on imagine bien qu'on va avoir des campagnes de communication spécifiques sur cette 3e dose pour maximiser la couverture vaccinale à 3 doses. Et il y a la campagne de communication dans les réseaux, dans les médias, à la télévision, mais il y a aussi, c'est pour ça que je suis l'armée des professionnels de santé, les infirmières doivent s'approprier de ces messages de santé publique et aller vers les patients qui sont éloignés, en quelque sorte, du système de soins. C'est vous qui allez de porte à porte visiter vos patients, c'est vous qui pouvez expliquer et profiter d'une visite pour un patient donné, pour aussi faire passer le message à la famille, expliquer. Vraiment, nous, on a proposé une stratégie de cocooning, qui est tout simplement que une personne avec des déficiences sur son système immunitaire, même si on le vaccine, il ne va pas arriver à avoir un même taux d'efficacité de protection que quelqu'un qui va bien. Donc, il faut que la famille comprenne qu'en se vaccinant, protège aussi cette personne vulnérable. Voilà, donc les patients, mais également l'entourage. Également l'entourage. Donc une infirmière qui... Sur ce que vous décrivez, effectivement, cette dynamique d'aller vers, ça relève effectivement aussi d'une spécificité de la profession infirmière qui se rend au domicile des patients. Et c'est peut-être aussi effectivement un point de singularité de cette profession de santé. Patrick Chamboredon. Oui, tout à fait. C'est une spécificité puisqu'on nous sommes quasiment les derniers professionnels de santé à nous rendre au domicile. Différentes raisons à cela, la pénurie médicale aussi, l'éloignement des centres de santé, l'éloignement des hôpitaux, des patients plutôt sédentaires qui sont plutôt peu mobiles. Donc effectivement, ce sont aux infirmiers de prendre toutes leurs responsabilités, toute leur place. Alors dans cette armée, on a eu une sémantique de guerrière autour de tout ça, la Covid. Là, on est un peu plus sur la grippe aujourd'hui, donc c'est un peu différent. Et je serais intéressé pour savoir ce que pensent les usagers. Et je vois Jean-Pierre Thierry qui est là. Qu'est-ce que vous en pensez de ce démarrage de la campagne de grippe, Jean-Pierre ? Merci, Monsieur Chamboredon, d'avoir invité un représentant effectivement de France Asso Santé. Alors, d'abord, je voudrais dire, ce n'est pas une fédération d'associations de patients, c'est une union nationale des associations agréées du système de santé. Il y en a un peu plus de 85, qui représentent non seulement évidemment des patients, mais aussi des consommateurs, des retraités et des familles. Et donc, vous pouvez imaginer que dans cette pandémie, la mobilisation de France Asso Santé a été importante. On a dû faire à peu près plus de 30 webinaires, une communication importante. Évidemment, il y a des échanges avec la task force. Alors, les représentants des usagers, l'association agréée, sont présents à la commission technique de vaccination, comme dans d'autres commissions. Dans les conseils d'administration et dans les groupes de travail d'un certain nombre d'agences, évidemment, et dans les autres commissions de la HAS. J'ai eu la chance d'être représentant des usagers et titulaires à la commission de la transparence qui voit passer notamment les antiviraux ou les anticorps monoclonaux qui peuvent être utilisés. Alors, il y a eu cette mobilisation importante sur le Covid. On est intervenu très vite, effectivement, sur l'importance de la vaccination antigrippale pour des raisons que vous avez citées, qui est qu'on est dans un régime d'incertitude importante.
pour 2021-2022, avec une probabilité quand même assez forte, répercutée dans la littérature, qu'on ait affaire à une épidémie de grippe forte, notamment si les gestes barrières sont relâchés. Alors effectivement, l'année dernière, il n'y a pas eu une grosse épidémie puisque les gestes barrières ont dû la freiner. Et d'abord, d'une façon générale, il y a des épidémies de grippe forte qui suivent des épidémies saisonnières de grippe relativement faibles. Et c'est là où je voulais en venir. Une épidémie saisonnière de grippe forte, c'est une surmortalité estimée à 19 000 décès, comme en 2016-2017, mais c'est surtout la moitié des hôpitaux français sous tension. C'est ça, un impact vraiment sur les services hospitaliers et l'activité hospitalière. C'est important de le préciser. Cette année, si vous voulez, d'abord, donc il y a des incertitudes sur l'importance de la 5e vague. Évidemment, il y a l'importance du rappel, comme ça a été dit à plusieurs reprises. Néanmoins, vous pouvez imaginer que dans l'état du système hospitalier actuel, alors l'état du système hospitalier français, il est connu, hein. M. Chamboredon pourra en parler, évidemment, mais cette situation, elle est constatée dans le monde entier, en fait. Les Canadiens sont en difficulté, les Américains, une grande partie des infirmiers quittent ce métier. Aux États-Unis, on parle de 18%. Donc le système hospitalier est dans un état qui ne permettrait pas d'absorber à la fois les conséquences d'une 5e vague plus ou moins bien contrôlée, il y a des incertitudes, et effectivement d'une épidémie saisonnière de grippe, même si on peut imaginer que dans un premier temps, mais seulement dans un premier temps, les gestes barrières pourraient masquer en fin de compte la gravité potentielle de l'épidémie saisonnière de grippe le jour où on lâchera, puisqu'évidemment on lâchera un peu. Vous le savez tous, il y a ce qu'on appelle la fatigue pandémique, c'est-à-dire on ne peut pas tenir indéfiniment des mesures, des barrières très, très importantes. Et donc voilà, donc on est à la fois inquiet, alerté, et à travers le réseau de France Asso Santé, effectivement, on pousse les gens à se vacciner contre la grippe. Et c'est une bonne nouvelle de savoir qu'après notamment les travaux anglais, on peut, comme ça a été dit par la représentante de la Haute Autorité de Santé, associer sans danger et sans perte d'efficacité le vaccin contre le Covid et le vaccin contre la grippe. Vous disiez que vous étiez inquiet. Est-ce qu'aujourd'hui, on observe un démarrage peut-être un petit peu trop lent, justement, de la campagne de vaccination? C'est ce que vous observez chez France Asso Santé, notamment? Alors non, on a les chiffres qu'on peut avoir. Oui, enfin, il a été comparé effectivement avec le démarrage de l'année dernière où il y avait, évidemment, dans le contexte de la première vague de Covid, enfin, après la première ou les premières vagues de Covid, il y a eu ce contexte-là, oui, mais vous savez, c'est là où le rôle des infirmiers, comme des autres professionnels de santé, est aussi important. C'est que la situation est complexe. On comprend comment fonctionne l'immunité, mais c'est compliqué de comprendre des stratégies qui, normalement, d'ailleurs, et on peut comprendre pourquoi, évoluent au jour le jour. Par exemple, l'extension de la 3e dose, si vous voulez. Donc, c'est un discours évolutif très compliqué à comprendre en population générale, en fin de compte. Donc, effectivement, le rôle des infirmiers, pas seulement pour l'aller vert. Alors, l'aller vert, sur les personnes qui ont des problèmes d'accès aux soins, c'était vraiment une priorité de France Asso Santé, identifiée très tôt également, puisque c'est un thème qu'on connaît bien. Mais donc, oui, alors, vous revenez sur votre question sur cette inquiétude, elle est liée à la connaissance épidémiologique des grippes saisonnières et le fait que, alors, il n'y a pas eu de modélisation en France, mais les Anglais et les Américains estiment que ce sera entre 1,2 et 1,5 fois l'épidémie de grippe saisonnière classique. Donc, on se prépare éventuellement à une grippe saisonnière plus forte que d'habitude et c'est effectivement assez préoccupant. Caroline Bussière, vous confirmez ces données sur le contexte épidémiologique? Alors, moi, ce que je peux vous donner, voilà, ce que je souhaite partager avec vous, puisque nous avons un suivi rapproché de tous ces éléments sur la campagne grippe, dont le contexte épidémiologique, Santé publique France nous fournit régulièrement les données. Et ce que je peux vous dire, c'est que, par exemple, la semaine dernière, on a donc observé une augmentation des détections de cas confirmés de grippe, à la différence de ce qui se passait au même moment lors de la campagne de l'année dernière. Donc ça, c'est important. Alors, on n'en est pas, et ça c'est important également de le préciser, on n'en est pas à un stade épidémique, ni pré-épidémique, en tout cas en métropole. Mais il n'empêche que ce que l'on observe là, depuis la semaine dernière, ressemble, en tout cas pour le démarrage, à ce qu'on a pu observer, à l'exception de l'année dernière, aux campagnes précédentes. Donc effectivement,
on s'attend plutôt à une co-circulation, effectivement, grippe et Covid. Et je voulais également juste rebondir sur ce que disait donc l'intervenant de France Asso Santé, à savoir que, évidemment, cette double vaccination contre la Covid et la grippe sont indispensables pour les personnes les plus fragiles, mais qu'elles doivent être accompagnées des gestes barrières. C'est essentiel, on l'a rappelé, on l'a redit, et les professionnels de santé que sont les infirmiers ont vraiment un rôle majeur à jouer lorsqu'elles voient leurs patients, qu'elles se déplacent au domicile des personnes, pour leur rappeler cela. La vaccination est une excellente barrière, mais elle ne suffit pas, donc gardons en tête et appliquons les gestes barrières que nous connaissons tous. Je souhaiterais rebondir au fait qu'on parle de modélisation, et j'ai parlé tout à l'heure de la modélisation de l'Institut Pasteur. Il faut savoir, vous êtes au courant, l'Institut Pasteur nous a proposé des modélisations depuis le début de la pandémie. Tout à fait. Nombreuses modélisations. C'est des équipes. L'Institut Pasteur a des équipes de chercheurs très professionnels, vraiment très bons. Et on s'est rendu compte qu'à chaque fois, il y avait un modèle normal, un modèle optimiste et un modèle pessimiste. Il se trouve que le modèle pessimiste, c'était vraiment des modèles très, très pessimistes. Ils n'arrivaient jamais. Cette vague, on n'y était jamais là. Cette fois-ci, pour cette 5e vague, leur modèle le plus pessimiste sous-estime la situation actuelle. Donc j'espère que c'est compréhensible pour tout le monde. Enfin, c'est ce qu'ils attendaient. Le pire dans leur modélisation n'arrive pas. On est sur les pires prévisions de modélisation. Dans la modélisation, c'est ce qu'on avait prévu mathématiquement, c'est ce qu'on s'est dit, ça pourrait être le pire scénario. Le pire scénario. En ce moment, c'est encore pire que ça. D'accord. La situation est grave. Et il faut que ça soit compris, entendu, et encore une fois, que ces messages soient à la fois les infirmières, elles puissent aussi donner ces messages à leurs patients. Très bien. Ce qui nous ramène effectivement à cette question aussi de la double vaccination, c'est la spécificité de cette campagne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les modalités concrètes de cette double vaccination grippe et Covid? Pourquoi il faut des efforts simultanés finalement? Parce qu'il faut laisser la chance aux patients, il faut vraiment qu'ils puissent être protégés très vite pour les 2 maladies. Comme Caroline le disait, c'est presque exactement la même liste de comorbidités qui mettent à risque ces patients-là. Donc, si je peux lui donner 2 moyens de se protéger, 2 outils pour se protéger pour 2 maladies différentes le jour J, si j'ai les moyens pour le faire, je dois le faire. Parce que si je le protège contre une maladie et qu'après le temps passe, il n'est pas protégé pour l'autre et vice-versa. On a les capacités. Et Caroline le disait encore une fois, les vaccins sont déployés sur tous les territoires nationaux, tant les vaccins contre la grippe que les vaccins contre la Covid. Donc, il faut nous en servir. On est dans les un doses pays. sont là. Les doses sont là, les stocks sont là. Donc, on est un pays riche qui peut même choisir quel vaccin il va utiliser. On a même... on est vraiment des privilégiés, et moi je le répète toujours, parce qu'on peut même aller minutieusement dans la littérature et dire « Ok, ces vaccins comportent des risques pour telle tranche d'âge, pour tel type de patient, donc je le réserve à telle population ». On l'a vu avec Moderna, nous avons dit « Pour les moins de 30 ans, vous ne donnez pas Moderna ». Je peux vous dire qu'il y a d'autres vaccins qui sont plus risqués. Dans les pays du Sud, on ne se pose pas du tout la question d'avec quel vaccin je vaccine. Je vaccine avec le premier vaccin que j'ai sur la main. Alors ici en France, nous avons les stocks, nous avons différents vaccins à disposition. Il faut les utiliser. Il faut que nos infirmières prennent cet outil et aillent lutter contre la pandémie parce qu'elles ont un rôle très important à jouer. Et alors justement, on va revenir sur ce rôle des professionnels de santé dans la campagne de vaccination. Là, on l'a déjà évoqué. On rappelle que les infirmiers aujourd'hui peuvent vacciner contre la Covid, prescrire et vacciner, être effecteurs mais également prescripteurs. Ils peuvent aussi administrer le vaccin antigrippal sans prescription médicale. Caroline Bussière, pourquoi avoir élargi la liste des vaccinateurs contre la grippe et je vous pose la question, mais également à Dr Mineia Flores. Alors, il y a effectivement dans votre question, il y a 2 sujets qui se complètent. On a d'une part effectivement, donc là depuis le 23 novembre, on a élargi aux infirmières et également aux pharmaciens
pour, comme je le disais tout à l'heure, simplifier le parcours vaccinal et saisir toute opportunité donc, de vacciner doublement contre Covid et grippe les personnes, les patients en tout cas dont s'occupent ces professionnels. Donc les infirmiers peuvent vacciner désormais les adultes qui ne sont pas ciblés par les recommandations vaccinales. L'idée, si vous voulez, c'est qu'on est à la fois sur le bénéfice collectif, plus il y a de personnes vaccinées, moins du coup le virus se transmet, mais également, on fait un peu le pari que cette ouverture et puis les rappels que va faire la CNAM en direction des personnes ciblées pour celles qui ont reçu le bon grippe et qui ne sont pas encore fait vacciner, va susciter un effet d'entraînement en quelque sorte, et ça permet en tout cas cet élargissement d'obtenir l'adhésion également des personnes ciblées par les recommandations vaccinales. L'idée, c'est un effet double. Donc ça, c'est une chose. Et puis, on a également, je le souligne, pour justement qu'il y ait un circuit vraiment de vaccination en ville le plus facilitateur possible, on a permis également, pour le coup, en officine de ville, les préparateurs en pharmacie à pouvoir vacciner parce qu'ils ne pouvaient vacciner contre la Covid que contre la Covid et qu'on est évidemment dans cette logique de protéger doublement contre la grippe et la Covid les personnes les plus à risque. Voilà. Donc avec tous ces efforts conjugués, donc les textes réglementaires ont été publiés début novembre. Ils sont donc entrés en vigueur là depuis le 23 novembre pour la vaccination des personnes non ciblées par les recommandations vaccinales. Avec tous ces efforts-là, voilà, l'idée c'est d'augmenter le plus possible la couverture vaccinale de la population et en priorité donc des personnes les plus fragiles. Merci beaucoup. Vous voulez compléter, docteur Patricia Menilla-Flores? Non, je pense que Caroline a tout dit. Nous devons tous concentrer nos efforts à que cette campagne vaccinale soit un succès. Parce que la vie de nos concitoyens avec des comorbidités, qui souffrent des comorbidités qui leur met à risque de développer des formes graves, donc d'être hospitalisés, d'alourdir notre système de santé, notre système hospitalier, et puis des décès aussi. Et d'ailleurs, avec tous ces discours de la Covid, on a oublié, mais la grippe tue aussi. On le sait, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est les deux vaccins qui doivent être proposés. Tout à fait. Et donc, on parle effectivement des soignants qui vaccinent, des effecteurs et qui favorisent par cela donc la maximisation de la couverture vaccinale. On peut aussi parler de la vaccination des soignants. Cette vaccination, elle est obligatoire pour la Covid depuis quelques mois et elle a permis effectivement d'atteindre aussi une couverture vaccinale très importante dans la population des soignants. Concernant la grippe, la vaccination des soignants peut aussi concourir à réduire les risques. Est-ce qu'elle doit être encouragée, la vaccination grippale pour les professionnels de santé? Alors, il faut savoir que quand nos chercheurs et les fabricants conçoivent des études cliniques pour prouver l'efficacité d'un vaccin, ils vont toujours aller chercher des indicateurs très robustes. Donc, la prévention des formes graves c'en est un, parce que c'est très facile à mesurer, à dire, dans le groupe que j'ai vacciné, j'ai moins de personnes qui sont hospitalisées, dans le groupe que je n'ai pas vacciné, j'en ai plus. Donc, je compare, le vaccin est efficace. Pour ce qui est de la transmission, c'est beaucoup plus difficile de le mettre en évidence. Donc, il y a très peu d'études qui vont aller chercher de vérifier quelle est la protection que le vaccin donne vis-à-vis de la transmission. Donc, il y a des études, mais assez robustes pour dire c'est important pour la transmission. Cette recommandation-là, elle est surtout basée sur notre savoir scientifique. C'est logique, c'est pour nous tous, les professionnels de santé, nos études des bases scientifiques en physiologie, en pathologie, nous font faire comprendre que si notre organisme se défend mieux et que ça empêche la réplication virale dans notre corps, on va moins transmettre. Le prouver, c'est très compliqué. Pour la vaccination de la Covid, il y a eu des études, on estime à plus ou moins une efficacité de 50% pour la transmission. Mais déjà, 50%, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui disent, voilà, ça ne sert à rien. Non, ça sert à beaucoup. Et plus on vaccine, donc c'est pour ça que pour la grippe, on parle du 75%, quand on l'attend, on a baissé tellement la réplication à niveau individuel que nous sommes protégés au niveau collectif. Donc pour les personnels soignants, oui, c'est très, très important. Pour eux-mêmes, d'ailleurs, parce qu'ils sont plus exposés.
mais aussi pour protéger tous les patients qui arrivent à l'hôpital, tous les patients qu'ils croisent dans leur cabinet. Donc pour eux-mêmes et pour leurs patients, pour l'entourage également des patients. Patrick Chamboredon, l'Ordre national des infirmiers prend position sur ce sujet et encourage les professionnels de santé à se faire vacciner. Oui, on l'a fait d'emblée et on l'a fait, pour le coup, on ne fait pas de sectarisme ici, on parle d'interprofessionnalité, puisque je rappelle que tous les ordres professionnels ont soutenu Agnès Buzyn, vous y avez fait allusion tout à l'heure Patricia, quand on est passé à 11 valences, que la ministre était passée par la loi pour aller plus loin, parce qu'on voyait que c'était un sujet sensible. Et puis tous les ordres ont aussi rappelé dans une tribune commune dans le JDD, il me semble, donc justement la question de la vaccination et de l'obligation vaccinale pour leurs patients, pour soi-même, pour son entourage, pour un bénéfice sociétal de façon plus globale. Et c'est vrai que ce qu'a dit Jean-Pierre tout à l'heure sur la question de la tension hospitalière et de l'état de la profession actuellement, mais aussi bien pour les infirmiers que pour les médecins, que pour l'ensemble des personnels qui sont à l'hôpital, c'est quelque chose qu'il faut avoir totalement dans le scope et sur lequel on va encore, nous, au travers de cette matinale-là qu'on diffuse, qu'on va relayer auprès de nos professionnels comme un devoir déontologique de surtout ne pas nuire, ce qui est la base de tout le monde. Moi, juste, Isabelle, vous avez parlé tout à l'heure de... Est-ce que vous pouvez rappeler, parce que vous avez donné toutes les missions de la CNAM, finalement, le repérage, les moyens, mais la vaccination, ça coûte combien, finalement ? À la vaccination, ça coûte combien ? J'avoue que je n'ai pas le chiffre là. Non, mais c'est gratuit. Mais ça... pour les personnes, je croyais que pour les usagers. Pour les usagers du système de santé. Moi j'allais dire, on ne sait pas combien ça coûte, mais ça coûte moins cher que les hospitalisations d'une forme grave. En fait, c'est pour les usagers. Excusez-moi, je suis trop loin. Oui. Non, pour les usagers, en fait, le bon de prise en charge permet effectivement la gratuité du vaccin contre la grippe. Et puis après, par contre, pour chaque personne, elle sera remboursée selon sa situation. C'est-à-dire, si la personne est en ALD, elle sera remboursée à 100%. Si elle est enceinte, elle sera remboursée pour l'injection à 100%. Et puis pour les autres, selon les modalités habituelles, donc 60% et d'un complémentaire lorsqu'elle est là. Voilà. Non, mais c'est important de le rappeler parce qu'il n'y a pas que des professionnels qui écoutent ces matinales. Et c'est important de rappeler ce basique, finalement, que c'est un geste qui est gratuit et peu coûteux et bénéfique à la population. Alors ça, c'est pour... Je rappelle un point important, effectivement, dans la communication. Ça, c'est la modalité de remboursement pour les personnes éligibles à la vaccination. Oui. Et donc, parce qu'effectivement, l'effort, il doit être fait principalement, enfin l'effort collectif, il est fait principalement au regard des recommandations de l'OMS et de la HAS, etc. Donc c'est vraiment l'enjeu du 75%. C'est pas le 75% de couverture vaccinale population générale. C'est vraiment 75% de couverture vaccinale des personnes éligibles et à risque de grippe grave. Et donc du coup, dans ce sens, l'effort collectif de la collectivité, effectivement, c'est de ne rembourser que les personnes éligibles à la vaccination, à la fois pour le vaccin et à la fois pour l'injection. Mais il y a beaucoup de complémentaires qui remboursent dans les autres populations, qui ne sont pas les populations cibles. Et il y a aussi des employeurs qui remboursent. Donc, qui prennent en charge. Qui prennent en charge, vraiment. Donc, il y a des pistes pour pouvoir convaincre les patients qui seraient réticents juste, le frein serait économique. Il y a des pistes à creuser sur ces voies-là. Tout à fait. Donc pour les populations prioritaires, mais aussi pour l'ensemble de la population. Jean-Pierre Thierry, je voudrais qu'on revienne aussi sur effectivement l'efficacité des campagnes de vaccination. Est-ce qu'on peut renforcer la stratégie de couverture vaccinale en France ? Il y a des pays notamment où on tient des registres de vaccination. Est-ce que c'est selon vous une piste à creuser pour aller peut-être vers des rappels automatiques de vaccination ? Oui, alors la mention des registres dans la communication de France Asso Santé, c'était la période avant Covid, notamment quand des représentants des usagers étaient très impliqués dans la concertation vaccinale qui a débouché vers l'obligation vaccinale sur les 11 maladies à prévention vaccinale. Donc, puisque la vice-présidente de la commission présidée par Fischer était quelqu'un de France Asso Santé, Claude Rambaud. Et donc, à cette époque-là, on s'est aperçu que la France était un des pays qui était sans doute les plus retardataires pour la mise en place de registres de vaccination. Et il y avait un paradoxe puisque la ECDC
avait repéré une application en France qui n'était pas généralisée en la mettant au meilleur niveau mondial, qui s'appelle mesvaccins.net. Donc là, on était face à une situation qu'on a mis en exergue en disant il est peut-être temps de mettre un registre. Alors, France Asso Santé est également impliquée dans évidemment le Health Data Hub et dans le développement de la e-santé, notamment avec la création de l'espace de santé numérique où on a des représentants. Et c'est une demande qui a été portée depuis de très nombreuses années par les associations d'usagers. Donc, à l'occasion de la mise en place de l'espace numérique de santé, on peut imaginer que la France disposera à la fois d'un carnet de vaccination électronique et d'un registre dont disposent de nombreux pays déjà dans le monde, avec des couvertures plus ou moins importantes. Mais sachez quand même que quand la FDA, sur un vieux vaccin, a demandé une preuve vraiment, parce qu'il y avait un doute sur un des composants, elle a demandé à l'industriel d'aller en Norvège ou au Danemark, je ne sais plus quel pays, mais enfin tous les pays nordiques ont des registres de vaccination exhaustifs depuis plus de 30 ans, ce qui à la fois permet de mettre à disposition des médecins des interfaces pour que l'information ne soit pas perdue, aille dans le carnet de vaccination électronique de l'usager, et par ailleurs, alors ce n'est pas le moment d'en parler, mais il y a aussi des règles de vaccination, en fin de compte, qui sont relativement nombreuses, en tout cas pour les populations, et nous, ça nous intéresse à France Asso Santé, qui peuvent présenter certaines pathologies ou dans certains contextes. Donc, les arbres de décision de mesvaccins.net sont d'ailleurs intégrés dans le site de Santé publique France et consultables dans le site de Santé publique France. Donc oui, on est tout à fait en faveur de la mise en place de registres. Alors, bon, il se trouve que CIDEP, pour le Covid, a fait découvrir à tout le monde à quel point c'était important. Tout à fait. Malheureusement, on a progressé sans ça aussi bien depuis quelques années. Mais ça va avancer, je pense, grâce à l'espace numérique de santé et la stratégie du Ségur numérique. Caroline Bussière, vous souhaitez peut-être réagir à ces propos et peut-être plus largement à l'apport finalement du numérique sur ces dispositifs qui peuvent conduire à améliorer la couverture vaccinale ? Oui, tout à fait. On souscrit tout à fait à ce que disait l'intervenant de France Asso Santé. On est donc dans des travaux justement dans le cadre de l'espace numérique en santé et donc sur l'intégration effectivement d'un carnet de vaccination électronique sur les vaccinations. Il y a quelque chose déjà dans l'actuel DMP, mais qui est un dossier plus statique, qui permet simplement de disposer des dates des vaccinations. Ce que l'on souhaiterait, c'est la deuxième étape donc qu'évoque mon interlocuteur, c'est-à-dire avoir quelque chose de plus dynamique avec des rappels et puis des conseils attentionnés en fonction de la situation de la personne. Et puis, je voulais simplement... On parle bien de rappels automatiques, du coup, effectivement. Oui, tout à fait. C'est l'idée en fait de cette, on va dire, de cette deuxième étape pour avoir un carnet de vaccination électronique qui soit véritablement, on va dire, dynamique et aidant, effectivement, qui permette d'encourager du coup et de rappeler effectivement à la personne qu'il est temps d'effectuer le rappel. Non, je voulais simplement rebondir également sur la discussion juste avant, de manière très très courte, sur la vaccination de professionnels de santé, pour redire effectivement que je partageais ce qui avait été dit, que cette vaccination évidemment contre la grippe, elle est fortement recommandée. Elle figure pour les professionnels au contact de personnes à risque. Elle figure dans les recommandations de l'autorité de santé. Que les données que l'on a, alors on n'a pas d'enquête très récente, on en a une d'il y a 2 ans, montrent quand même qu'en moyenne, les professionnels de santé en établissement sont quand même assez peu vaccinés, de l'ordre de 55%, je parle de la grippe, en EHPAD, et d'environ, de mémoire, 35% en établissement de santé. C'est beaucoup trop faible, on voit bien la marge de progression. Et rappeler également, comme le disait Patrick Chamboredon, qu'il y a un engagement effectivement des professionnels de santé. Il y avait même une charte de la vaccination qui avait été signée de mémoire fin 2018, début 2019, par les 7 ordres professionnels. C'est important parce que je sais que chaque professionnel et chaque ordre relaie ces messages. Et il y a vraiment, en cette période-là en tout cas, nécessité de rappeler aux professionnels qu'il faut se vacciner également contre la grippe, comme le rappelle la campagne de communication de la CNAM. Non, mais c'est vrai, Caroline, c'est super sympa de le rappeler parce que finalement, on a vu à l'ordre, c'est un sujet qui m'a toujours tenu à cœur parce qu'on en avait beaucoup parlé avec Agnès Buzyn, qu'au départ, quand on est arrivé, il n'y avait finalement que 40% de professionnels infirmiers qui étaient vaccinés et que petit à petit, nos dernières enquêtes, alors avec la Covid, beaucoup d'enquêtes se sont arrêtées et on n'a plus la cohorte qu'on avait à avoir un suivi, qu'on était arrivé à des taux, la dernière enquête qu'on a fait, c'était 2019, juste avant la Covid, on est arrivé à 60 voire 65%. Donc on voit bien que finalement ce genre de matinale
ça a aussi pas de l'influence, mais ça amène de l'information finalement. Et ça aussi rappelle, parce qu'un professionnel de santé, quand il est au contact de ses patients, quand il a sa vie de tous les jours et qu'il travaille beaucoup d'heures, parce qu'on sait ce qu'est le monde de la santé et cette prise en charge des patients, on donne beaucoup et des fois on s'oublie soi-même. Et d'ailleurs, c'est un des sujets qui va être repris dans la certification. Pour ce qui est de Jean-Pierre, effectivement, ce n'est pas le jour d'en parler. Mais on a fait une matinale avec Dominique Pont, on en a reparlé à Santexpo de l'espace numérique de santé qui va permettre justement des grandes avancées en France et qu'on va soutenir puisque à l'instar de ce qu'avait été le DMP, les infirmiers seront également impliqués dans le déploiement pour tous les usagers, et notamment ceux qui sont en fracture numérique, du déploiement de cet espace numérique de santé. Très bien, merci. Le DMP, donc le dossier médical partagé, oui, donc désormais renouvelé avec cet espace numérique en santé. Jean-Pierre Thierry, je me tourne de nouveau vers vous. Il y a quelques mois, donc au mois de mars, au moment où la campagne de vaccination continuait à se mettre en place, France Assos Santé a signé aux côtés de l'Ordre national des infirmiers une tribune. Patrick Chamboredon le rappelait, c'était dans le journal du dimanche. Cette tribune, elle appelait à ouvrir aux infirmiers la possibilité de vacciner et de prescrire le vaccin contre la Covid. Il faut croire que, effectivement, vous avez été entendu en National des infirmiers et France Assos Santé, puisque depuis, effectivement, cette possibilité pour les infirmiers de vacciner a été mise en place. Ça permet notamment d'aller vers, on en a aussi beaucoup parlé aujourd'hui, d'aller vers les patients à domicile, parfois les populations les plus fragiles et les plus reculées, ce qui correspond justement donc aux populations cibles également. Pensez-vous qu'il faille élargir les compétences vaccinales à d'autres professionnels de santé pour favoriser une meilleure couverture vaccinale au global ? On peut citer les pharmaciens pour commencer, bien entendu. Alors, sur les positions de France Assos Santé, qui sont toujours à replacer dans le contexte, si vous voulez, oui, on a intérêt à favoriser des délégations de tâches, notamment dans les années qui viennent, puisqu'on aura le creux de la démographie médicale, et on peut penser en particulier aux zones les moins bien desservies, qu'elles soient en zone rurale ou même parfois à côté des grandes villes, dans certaines banlieues. Donc, il n'y a pas de crainte là-dessus. On peut simplement dire en tant qu'observateur, il faut sortir des logiques de défense purement corporatiste pour aller vers une meilleure intégration et une coordination des soins. Et évidemment, les infirmiers, qu'ils soient dans les établissements ou à domicile, et là, vous avez raison de rappeler leur rôle indispensable sur l'allée vert, mais on parle de l'allée vert aujourd'hui pour la vaccination Covid dans l'urgence, mais d'une façon générale, pour le suivi de la population à domicile, évidemment, leur rôle est fondamental. Et donc, on sait qu'il y a à la fois à travers la délégation des tâches, alors si elles sont validées et encadrées, notamment l'ordre évidemment des infirmiers a un rôle important, mais aussi avec d'autres professions. Et donc on voit bien que c'est l'importance de cette coordination face à une population vieillissante, que ce soit dans le cadre de l'urgence aujourd'hui ou d'une façon plus générale. Donc on soutient tout à fait ça sans problème. Merci Jean-Pierre Thierry de France Assos Santé. Patrick Chamboredon, Jean-Pierre Thierry parle de délégation de tâches, d'extension des compétences. La spécificité pour la vaccination, c'est qu'elle ne nécessite pas de diagnostic clinique au préalable. Et l'Ordre national des infirmiers donc, porte cette demande d'extension des compétences vaccinales pour l'ensemble du calendrier vaccinal pour les infirmiers. Il a porté d'ailleurs cette demande auprès de la Haute Autorité de Santé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? C'est un principe de réalité. C'est ce que dit Jean-Pierre. On a signé avec le président de France Assos Santé, Gérard Raymond, cette tribune parce qu'on voyait bien qu'on allait dans le mur, qu'il y avait un vrai besoin de santé publique. De façon générale, on l'a encore refait avec Pascal Mathieu de l'Ordre des kinésithérapeutes, sortir des logiques corporatistes et aller vers un processus de prévention. De plus en plus, c'est la CNAM qui porte ça, qui le finance et qui le supporte et qui le communique. L'HS nous dit la même chose finalement. Et oui, l'Ordre a toujours poussé ça, vous l'avez dit, il n'y a pas de diagnostic médical pour la vaccination. C'est un objet d'éphéméride finalement, Caroline le dit. Il suffit d'avoir le bon rappel, le bon éphéméride au bon moment dans son agenda pour rappeler aux patients que où c'est la période de la grippe. Les dates sont connues une année à l'avance. Les campagnes se préparent à l'avance, il n'y a pas de secret, on est des professionnels de santé et finalement on sait quand les épidémies arrivent, donc le rappel, et puis le rappel tout au long de la vie. On a quand même été le pays la France en Europe a ramené une épidémie en Amérique du Sud, il y a 2 ans, la rougeole, grâce à des Français qui étaient partis en vacances.
On regarde tous le bout de nos chaussures et on se dit oui, on a été les champions du monde. Donc oui, effectivement, il y a des logiques qu'il faut dépasser et il faut aller vers plus d'infirmiers qui vont avoir plus de compétences, plus élargies. C'est du corporatisme un peu. Les pharmaciens ont aussi leur rôle à jouer. Moi, je pense que tous les professionnels de santé, à un moment ou à un autre, vont avoir un contact avec un patient, avec un usager, avec quelqu'un qui ne va pas forcément fréquenter le système en général. Et donc, c'est une demande forte. Et je pense que tous les infirmiers seront OK pour ça, parce que, encore une fois, c'est quelque chose, la HAS l'a dit, l'a rappelé, Patricia l'a bien répété, il y a beaucoup de littérature là-dessus, et on sait que la vaccination a un bénéfice-risque qui est excellent. S'il y a une intervention en santé publique qui a fait ses preuves, c'est sans doute la vaccination. Nous avons réussi à éradiquer une maladie, nous sommes à 2 doigts d'éradiquer la polio dans le monde. Donc oui, la vaccination est une intervention efficace, sûre et avec un grand bénéfice en termes de santé publique. Pour répondre à la demande d'élargissement des compétences vaccinales pour les professionnels de santé, c'est un sujet effectivement qui est arrivé dans mon bureau. Donc, un premier élément de réponse. Voilà, déjà, premier élément de réponse. Nous sommes conscients que c'est nécessaire. Mes équipes reviendront rapidement vers les ordres, vers les conseils nationaux professionnels concernés, parce qu'il faudra qu'on se réunisse tous. Je suis d'accord, il faut mettre de côté le corporatisme et arriver à des conclusions, à des recommandations en prenant en compte l'intérêt pour les patients, le bénéfice pour le patient et pour la santé publique et pour tous les Français. C'est en cours. J'ai mes équipes qui ne dorment pas, qui ne mangent pas, et que nous avons publié plus de 150, à l'HAS en total, oui, plus de 150 documents liés à la Covid-19 et pas que. Enfin, il y a d'autres choses qui sont en cours. Donc, il faut prioriser et on fait au mieux. On fait au mieux, on répondra au plus vite. Non, mais maintenant, comme vous êtes avec nous, on vous garde. Moi, je dis juste que du côté de la CNAM, effectivement, on attend et on mettra en œuvre après, dans un second temps, les recommandations de la HAS, et que c'est vrai que sur la grippe, on a vraiment beaucoup travaillé tous collectivement à ce qu'on appelle la simplification du parcours pour les usagers. Parce que c'est effectivement accès rapide au vaccin et puis injection rapide avec le professionnel de santé qui est là, donc notamment l'infirmier. Donc toutes ces réflexions autour de la simplification du parcours vaccinal, effectivement, on partage complètement. Merci beaucoup, docteur Isabelle Vincent. Caroline Bussière, vous souhaitez peut-être ajouter un dernier mot? Notre matinale touche à sa fin ou presque. Alors, simplification du parcours, évidemment. J'allais justement rebondir, mais Patricia l'a dit avant moi. Nous avions effectivement saisi l'autorité de santé sur cette question d'extension des compétences vaccinales des professionnels de santé, dont les infirmiers. Rappeler un petit peu l'historique, c'est que depuis ces dernières années, on a simplifié. On a par exemple permis aux infirmiers de vacciner, je le dis de mémoire, les femmes enceintes, il y a 3 ans ou 2 ans, les personnes qui n'avaient jamais été vaccinées auparavant contre la grippe. Là, on leur permet donc effectivement depuis novembre de vacciner des adultes qui ne sont pas passés par les recommandations vaccinales. Donc, on est sur ce chemin-là effectivement de simplification. Et puis moi, donc si j'ai juste un mot à dire en conclusion, pour en tout cas la partie du ministère, donc bien rappeler effectivement que pour les personnes à risque, c'est évidemment réaliser les rappels Covid et la vaccination contre la grippe, pour toutes les raisons que l'on a dit auparavant, ne pas oublier les gestes barrières, et évidemment, on compte, parce qu'on a absolument besoin d'eux, sur les professionnels de santé, qui sont les premiers mobilisés, parmi lesquels évidemment les infirmiers, pour aller dans ce sens et puis protéger le plus possible les personnes les plus fragiles. Merci à tous. Merci beaucoup, Caroline Bussière. On ne rappellera jamais assez ces messages fondamentaux de santé publique. Je rappelle que vous êtes chef du bureau santé des populations et politiques vaccinales à la DGS, la Direction générale de la santé. Merci également, docteur Isabelle Vincent, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Vous êtes responsable adjointe du département prévention et promotion de la santé à la CNAM. Merci à vous. Merci à vous, docteur Patricia Minaya-Flores, chef du service évaluation en santé publique et évaluation des vaccins à la Haute Autorité de Santé. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Et enfin, merci à vous, Jean-Pierre Thierry, conseiller médical de France Asso Santé. Patrick Chamboredon, président de l'Ordre national des infirmiers. Cette matinale sur les enjeux de la couverture vaccinale et le rôle fondamental des infirmiers
pour maximiser cette couverture vaccinale touche à sa fin et le mot de la fin vous revient. Moi, remercier aussi, alors d'habitude on le fait à la fin, mais moi je préfère le faire au début parce que si jamais j'oublie, mais remercier tous les intervenants qui sont venus parce que finalement, c'est nous reconnaître comme une institution, mais au-delà de ça, c'est reconnaître le rôle et la place des infirmiers dans ce système de santé. Et de plus en plus grandissant, les gestes barrières, les infirmiers, c'était ce qu'on a appliqué au départ de l'épidémie de Covid. Et donc, on a vu que ça a porté ses fruits, on a continué à maintenir le système à flot. Là, maintenant, le rêve avec France Santé qu'on porte, c'est de passer vers un système de prévention. Et donc, la prévention, ça passe, et vous l'avez rappelé, Patricia, que par la vaccination qui est le moyen le plus simple. Donc c'est essentiel. Les infirmiers, par leur maillage sur le territoire, il n'y a pas de désert infirmier. Donc clairement, les infirmiers sont en capacité de déployer le verre, mais aussi de porter la bonne parole, parce que c'est aussi ça, d'amener l'information au plus près, de faire de la pédagogie, de faire de l'empowerment, de faire de l'éducation thérapeutique. Et ça, c'est des objets qui sont rares, précieux, parce qu'on est au contact à la fois des patients, mais de leur famille, de leur entourage, et de diffuser largement ce qui est finalement pas une bonne parole, mais une réalité scientifique. Et c'est quelque chose qui est gratuit, vous l'avez rappelé. Donc on est vraiment dans un contexte où donner plus de compétences aux infirmiers, c'est ce que l'Ordre a toujours porté. L'Ordre a toujours soutenu cette campagne vaccinale contre la grippe. Pour la Covid, on en a parlé, c'est concomitant. Donc cette année, on est vraiment dans un temps particulier. Et on soutiendra, puisque le ministre Véran nous a réunis régulièrement pour nous tenir informés. On a plaidé pour l'obligation vaccinale, pour les professionnels de santé. Enfin, voilà, on est vraiment dans cette dynamique-là. Donc vous pouvez être persuadé qu'on rappellera le devoir déontologique et les ordres sont informés justement de la non-vaccination des professionnels contre la Covid. Donc on va voir comment ça s'articule avec la 3e dose. C'est assez nouveau. Donc il doit y avoir des textes réglementaires qui doivent encore arriver. Et moi, je n'ai juste à dire merci et peut-être à très bientôt dans ce magnifique studio pour d'autres sujets de santé publique qui concernent les infirmiers. Merci encore à tous. Merci. Merci. Merci.